Bonsoir et bienvenue à la Cinémathèque française. Ravi de vous accueillir si nombreuses et si nombreux pour cette projection un peu exceptionnelle d'un cinéaste regardant le film d'un cinéaste. Une fois par programme, qui est un programme donc trimestriel, une fois par programme, nous lançons une invitation dans le cadre d'une rétrospective qu'on appelle Parlons Cinéma avec. Et généralement, on invite un mathématicien, un philosophe, un dessinateur de bande dessinée, un acteur, à choisir 3 ou 4 films de son histoire du cinéma, à le projeter évidemment, et à en discuter ensuite. Et puis quand la rétrospective des films avec Arnaud Desplechin s'est précisée, là l'occasion était trop belle de faire un 2 en 1, et donc avec Frédéric Bonneau, directeur de la Cinémathèque, Jean-François Roger, le directeur de la programmation, on a proposé à Arnaud Desplechin de jouer le jeu non seulement de sa rétrospective, mais aussi du Parlons Cinéma, c'est-à-dire de choisir, en l'occurrence, 3 films parmi tous les films de son histoire du cinéma, car à tout jeu, il y a une règle. Et donc, voilà, l'occasion était trop belle, parce qu'on le sait... 4 avec le Dreyer. Et 4 avec le Dreyer, et même 5 avec Sobibor. Mais, bref, à peu près 3, voire 5. Et donc, à chaque fois, et Arnaud nous fait vraiment, et je le redis, le plaisir et l'honneur, non seulement d'être présent et de présenter les films, les siens, mais aussi, comme ce soir, de voir le film avec nous, et surtout d'en discuter ensemble après la projection, puisqu'on aura vécu, non pas la même chose, mais on aura vécu une chose ensemble. Voilà. Donc le film de la semaine prochaine, l'autre film qu'Arnaud a choisi, c'est le film de John Huston, Jean de Dublin, donc jeudi prochain, même heure. Et une semaine après encore, le film de Woody Allen, Crimes et délits. Je disais, Arnaud Desplechin est en quelque sorte le client idéal pour ce genre de programmation, parce qu'on sait à quel point ses admirations, et c'est le titre qu'il a donné à sa programmation dans la plaquette du programme, à quel point il a l'admiration tenace, à quel point l'admiration le nourrit, à quel point il est influencé, et volontairement influencé, par les films qu'il aime, parce que si vous étiez là hier soir à Dies Irae, le film de Dreyer, et vous avez entendu ce que Arnaud en disait, on voit bien ce qu'un cinéaste comme lui cherche en voyant des films, c'est-à-dire ce qu'il regarde, c'est, j'allais dire, essentiellement la mise en scène de l'autre. Non seulement la mise en scène des personnages, mais comment un cinéaste s'y prend avec sa propre mise en scène. Donc voilà, cette soirée, c'est aussi un peu un avant-goût d'une rétrospective qui aura lieu à la Cinémathèque, vous le savez, ou je vous l'apprends, mais au mois de décembre, on va montrer tous les films d'Alfred Hitchcock. Donc si vous ne le saviez pas, vous êtes maintenant informés. Et donc ce soir, c'est en quelque sorte une manière de prendre un petit peu d'avance avec un des très beaux films d'Alfred Hitchcock. Je redis aussi 2 mots très vite de l'actualité d'Arnaud Desplechin à la Cinémathèque. Je ne parle même pas de son actualité en salle, puisque évidemment en salle il y a Roubaix une lumière, mais aussi parce que Roubaix justement sera programmé exceptionnellement à la Cinémathèque dimanche, donc vous aurez l'occasion de voir le film ici aussi, et puis surtout à la suite, il voulait coupler les 2 films. Arnaud Desplechin a programmé donc Sobibor de Claude Lanzmann. Et ma foi, si vous n'avez jamais vu Sobibor, c'est maintenant. Vous dire aussi que le lundi 9 septembre, à 19h30, nous avons rajouté une séance exceptionnelle, puisque nous projetterons Les Fantômes d'Ismaël d'Arnaud Desplechin dans le Director's Cut. Donc, 19h30, il reste des places, Les Fantômes d'Ismaël, la version dite du réalisateur, et Hippolyte Girardot, avec Arnaud Desplechin, sera présent pour présenter le film. Voilà, j'en ai terminé. Tout de suite, je cède la parole à Arnaud pour qu'il dise quelques mots du film. Surtout, ensuite, on le voit ensemble, et après, on en discute. Je vais être bref. J'ai pensé juste... Je suis bref et j'ai un trou. Si vous voulez, chaque fois que je commence un film, je pense par exemple aux premiers travaux que je suis en train de faire en ce moment. Je me dis, tiens, peut-être un jour, il m'arrivera de faire un autre film après Roubaix, etc. Je commence toujours mon travail par un corpus, c'est-à-dire des listes de films. Et j'ai un but avec ce corpus, et je me dis, si je choisis, par exemple, mettons 22 films, vous n'arriverez pas à voir parmi lesquels j'ai triché. Vous voyez, c'est juste, j'en mets plein,
Comme ça, vous serez noyé, vous voyez derrière toutes les références, etc. Ce film que vous allez voir ce soir, c'est un film qui me bouleverse. Je le tiens pour vraiment un des plus grands Hitchcock. Et ce Roubaix Lumière, j'ai eu une mésaventure, c'est que en fait sur mon corpus il y avait un seul film, c'était Roubaix, et c'était Le Faux Coupable d'Alfred Hitchcock. Donc c'est un film que j'ai vu, je ne l'ai pas vu en continuité depuis très longtemps, mais que j'ai revu 117 fois, et j'ai toujours un petit rituel. C'est avant le début des films, je réunis du tournage de mes films, je réunis toute l'équipe technique et les acteurs qui sont libres, et je leur montre un film. Et évidemment, le film que j'ai montré avant Roubaix Lumière, c'était ce film-là. Pour une fois, on en reparlera après, Hitchcock, qui était connu pour être l'amuseur, le roi de la fantaisie, de l'imagination la plus débridée, abandonne toute imagination et ça devient bouleversant, et c'est un autoportrait qui est bouleversant. Je termine juste en imitant Patrick Brion. Non mais parce que je l'avais fait à la projection d'équipe. Non mais c'est important de le dire quand même, que le film date de 56, que le film juste avant, c'est L'homme qui en savait trop, quand je disais le débord, explosion de fiction, et le film suivant, 58, et on parlera de l'histoire avec Vera Miles, c'est Vertigo, ce qui n'est pas rien. On se retrouve après. Voilà, donc c'est une copie de la Cinémathèque française qui vient des collections. Elle est en état moyen correct. C'est une copie je pense que c'est une copie antenne, mais qui date. Et en tout cas, c'est l'occasion de le voir en copie 35 mm. Voilà, bonne projection et merci Arnaud et à tout à l'heure. Je me disais que peut-être pour commencer, pour celles et ceux qui n'avaient jamais vu le film, n'ont jamais vu le film, enfin jusqu'à présent, je me disais que peut-être il faudrait redire une chose simple, peut-être celles et ceux qui ne connaissaient rien à cette histoire, dire que ce que dit celui qui parle pour Hitchcock au début, qui est Hitchcock dans le prologue, ce qu'il dit, à savoir que cette histoire est vraie, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il faut revenir peut-être sur tout simplement ce qui fonde ce récit, à savoir un fait divers réel qui s'est déroulé donc aux États-Unis, à New York, au tout début de l'année 1953, en janvier 1953. Et ce que vous voyez dans le film, l'erreur d'identité, l'arrestation de celui qui s'appelle effectivement Christopher Emmanuel Balestrero dit Manny, ce que vous voyez de son incarcération, ce que vous voyez du procès, ce que vous voyez du vice de procédure, du vice de forme, et comment dans le temps de latence entre le vice de forme et la reprise du procès, l'arrestation du vrai coupable, tout cela est la dépression psychotique de la femme. La dépression de la femme, tout cela est vrai, et pour donner d'emblée disons, le substrat qui a servi, qui a déclenché en quelque sorte l'envie de film pour Hitchcock, c'est que donc il y a eu cette mésaventure tragique arrivée au vrai Balestrero entre, disons, janvier 1953 et avril 1953, et un journaliste du magazine Life s'est emparé de cette histoire et en a fait, en juin 1953, je crois, un récit très détaillé dans le magazine Life. Et j'ai presque envie de dire que le récit détaillé que ce journaliste a fait dans Life ressemble presque à on pourrait dire, un traitement ou un synopsis de ce que pourrait être l'intrigue. Et à partir de là, quelque chose s'est produit pour Hitchcock, c'est-à-dire qu'il a lu évidemment ce récit et il s'en est emparé. Et mentionné dans la biographie d'Hitchcock, la grosse, j'ai oublié le Patrick McGilligan, voilà. la dernière biographie en date d'Hitchcock, date de 2003-2004, écrite par McGilligan. Et mentionné aussi un épisode télévisé de docudrama
qui avait été tiré de l'article et que Hitchcock avait vu à la télévision, mais qui était un épisode plus court, quoi, qui était un résumé de l'histoire tiré du magazine. Parce qu'en fait, avant même qu'Hitchcock s'empare de cette histoire pour faire le film qu'on a vu, en fait, il n'était pas le seul à lire Life aux États-Unis, et il y a eu une émission télé, enfin une dramatique télé d'une heure comment dire, avec à la télévision, il y avait, vous savez, les acteurs hollywoodiens avaient parfois des émissions. Et là, c'est l'acteur Robert Montgomery qui avait une émission dans laquelle il pouvait, en quelque sorte, diffuser des télédramas, des séries dramatiques. Et effectivement, il y a eu un film d'une heure, fait déjà à partir de cette histoire, qu'Hitchcock a vu. De la même façon qu'il est allé chercher un dramaturge qui s'appelle Maxwell Anderson, parce qu'il avait entendu à la radio en 52 une pièce qui s'appelle Winterset, et qui racontait l'histoire de Sacco et Vanzetti, qui datait des années 30, mais il a eu l'idée, Hitchcock, d'aller chercher Anderson, parce qu'il entend la pièce en 52, Sacco et Vanzetti, innocent, coupable, coupable, innocent, il se dit, c'est l'homme qu'il me faut pour écrire le scénario de ce film. Qu'est-ce qui, Arnaud, à votre avis, fait que Hitchcock, comme vous le disiez en introduction, fait ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire des films technicolores, des films fantaisistes, des films d'évasion, au deux sens du terme, La main au collet, L'homme qui en savait trop, on va au Maroc, on est sur la Côte d'Azur, et tout d'un coup, quelque chose, en quelque sorte, l'arrête dans cette histoire, ou le tend dans cette histoire, et qui est, comme dirait, ou comme a écrit François Truffaut, tout d'un coup, c'est le rôti sans la sauce, c'est-à-dire le fait divers à l'état brut, dit-il. D'abord, il faut dire, je vais essayer de vous répondre, mais je ne suis pas d'accord avec j'avais entendu des fragments d'émissions des enregistrements du Hitchbook avec Truffaut, et Truffaut dans le Hitchbook dit c'est pas du Hitchcock parce que vous êtes trop mis en scène. Il se tient en face de ce texte, de cette critique que fait Truffaut, l'apologie écrite par Godard dans les cahiers du cinéma du même film, du Faux coupable. Pour une fois dans ma vie, je me tiens plutôt plus proche du côté de Godard que du côté de Truffaut. Il faut replacer un tout petit peu les choses. Pour moi, il y a deux choses qui le motivent. Il y en a une, c'est une histoire de contrat. C'est qu'il a un contrat avec la Warner, il leur doit un film. À l'époque, il a déjà l'émission de télévision, plus il a signé avec un autre studio et il est payé des sommes absolument astronomiques. Il leur doit un film, donc la Warner appelle en disant voilà, vous nous devez un 4e film, puisque vous avez signé pour 4, etc. Il dit c'est combien? Il dit non, c'est pour 0, vous faites le film parce que vous nous le devez, quoi. Parce que se dit bon, c'est un boulet, etc. Et tout d'un coup, ça le libère parce qu'il fait un film où il n'a rien à gagner et rien à perdre. Donc il fait un film expérimental. Évidemment, Hitchcock, comme beaucoup de gens à Hollywood, peu de temps avant. Je crois que c'est Le voleur de bicyclette qui avait eu l'Oscar du meilleur film étranger. Donc le voleur de bicyclette, qui est un film de Vittorio De Sica, un film italien, qui appartient à la veine de ce qu'on appelle le néoréalisme italien. On sait la compétition, la rivalité avec Rossellini, puisque Ingrid Bergman quittera Hollywood pour les bras de Rossellini. Et donc il y a de se mesurer à ça, de se mesurer au réalisme. Je pense, après, on connaît tous l'histoire de Hitchcock amené au commissariat par son père. Ça, il faudrait, quitte à faire un sort à cette semi-légende, il faut, peut-être pour les spectateurs qui ne connaissent pas cette histoire, y revenir d'un mot. C'est Hitchcock est puni et son père... Il est tout petit, enfin il est censé avoir 5 ans. Voilà, et son père lui dit très bien, tu vas aller en prison, et l'amène au commissariat. Le commissaire complice l'enferme dans la cellule. Et le père vient le rechercher 30 secondes après en disant « Tu vois que ça te sert de leçon ». Ça ne lui a pas servi de leçon, ça lui a servi de terreur absolue qui l'a hanté toute sa vie. Alors, il y a ça, il y a tous les motifs d'Hitchcock. Il y a un double Hitchcock, tous les films de Hitchcock, à peu près, pas tous, mais à peu près, racontent un transfert de culpabilité. Le film le plus emblématique de ça, peut-être ça pourrait être... Stranger in a Train, l'inconnu de Nord Express, avec cet échange de meurtres, voilà, si tu tues mon père, je tue ta femme, voilà, une espèce de chose maudite comme ça. Alors là, c'est lequel des deux est coupable,
Et ça devient, il y a un vertige métaphysique et humain qui me bouleverse dans le film. Il y a un transfert de chagrin, c'est-à-dire le chagrin qu'éprouve Balestrero, c'est Vera Miles qui en devient folle, quoi. Et il y a ce double ce transfert de culpabilité et transfert de désespoir, transfert de folie. Et sur ce film-là, j'en parlais avec un ami et je me disais, il est très singulier parce qu'il utilise tous les outils de ce qu'on pourrait appeler le système Hitchcockien, c'est-à-dire l'art du gros plan, l'art des inserts, ces travelling vertigineux, je pense, par exemple, j'en mentionne juste un, le travelling, enfin, vous voyez la scène, la première scène de l'arrestation. Comment est-ce qu'on va l'appeler Chris, et il se retourne. Et puis ses mains posées sur son dos qui l'accompagnent. Combien de fois, je vous parlais de l'art des gros plans, combien n'y a-t-il pas dans ce film ce visage de Fonda qui se retourne comme ça pour aller chercher la caméra en recherchant. Mais il faut prévenir ma femme, comme ça. Ces entrées dans la prison, il y a un art absolu. Comme s'il se tourne vers la caméra, il cherche de l'aide. Oui, il vient chercher notre aide et nous, on ne peut rien lui apporter. Donc il y a tous ces outils sont là. Mais d'habitude, ces outils Hitchcockiens sont là pour vous manipuler. Le film qui arrivera en 1960, pour le meilleur, pour notre délice, ce sera Psycho qui fera. Oui, je mets en scène les spectateurs. Mais là, c'est pas pour ça qu'il utilise. Il utilise les mêmes outils, mais c'est pour la reconstitution et c'est pour une espèce d'évocation de l'âme qui est unique dans son œuvre. Qui est unique, et je crois que cette fois-là, il se met en compétition avec le cinéma européen. Et alors, il y a la rencontre, c'est ce qui me touche dans ce film. Il y a mille choses qui me touchent dans le film. C'est la rencontre aussi avec une performance que moi je tiens vraiment, enfin, pour une des très grandes. Je vous disais, le film d'après, c'est Vertigo. Il y aura la performance de Scotty de Jimmy Stewart dans Vertigo. Et celle-là, Cary Grant dans Notorious. Et ils n'ont fait qu'un seul film ensemble, et avec Fonda, et la performance est renversante, c'est stupéfiant, quoi, d'incarnation, de vulnérabilité, tout est là, quoi, c'est vraiment une très grande performance d'acteur. Donc il y a la rencontre entre ces deux hommes, Fonda qui s'est très bien entendu avec Hitchcock, qui disait que c'était un homme délicieux, et que tout s'était très bien passé, que l'homme était jovial, et il racontait une histoire sinistre, c'était très bien, ils s'en étaient contents. Et donc je crois que c'est ça qui le motive, c'est le fait qu'il se libère de ce contrat de la Warner, que donc il n'a rien à perdre, il se dit allons pour l'expérimentation, allons trop loin. Et il va trop loin. Et il se surprend à se ressembler incroyablement, quoi. Oui, c'est-à-dire que effectivement, ce qui est, peut-être qu'il faut dire, c'est que ce qui est sidérant dans la carrière d'Hitchcock et dans cette période-là en particulier, c'est que il passe son temps entre faire les films, entre guillemets, que le public qu'il a formé attend de lui, c'est-à-dire un film Hitchcockien. Il a inventé un genre qui est il y a le western, la comédie, puis le film Hitchcockien. Et donc, il est tout le temps pris entre le désir de donner au public ce que le public attend parce qu'il lui a donné l'habitude d'attendre ça, et en même temps, il a tout le temps l'envie tout simplement de faire effectivement ce qu'il appelait pas lui un film expérimental, mais une expérience. Il a tout le temps envie de tenter quelque chose d'autre, de sortir de ce qu'on attend de lui, et disons que d'une certaine manière, on pourrait dire que l'un des grands drames presque intimes d'un créateur qui a eu autant de succès dans sa vie, c'est qu'il a tout le temps bagarré, et parfois échoué, à faire les films qu'il désirait faire. Et que quand on voit un film comme celui-ci, quand on voit évidemment Vertigo, ou quand on voit Psychose, ou quand on voit Les Oiseaux, qui tiennent entre 1956, celui-ci est tourné au printemps 1956, et Les Oiseaux 1962, on voit que d'une certaine manière, il fait une suite d'expériences. Certaines sont incroyablement, couronnées de succès, mais d'autres moins, d'autres non. Et on voit bien que ce qui le travaille, lui, c'est de se servir de ce qu'il appelle le pure cinéma, c'est-à-dire les pouvoirs, les puissances du cinéma, pour chaque fois tenter en quelque sorte, au milieu du système le plus majoritaire, le plus dominant, le plus commercial, tenter une expérience de cinéma.
C'est très émouvant comme ce qui est émouvant, si vous voulez, c'est l'empathie qu'il a c'est l'empathie partagée de Fonda et de Hitchcock pour leur héros et l'amour maladroit qu'ils peuvent avoir pour Vera Miles, qui vient me toucher très fort. Ce que vous disiez du transfert de culpabilité, c'est très très beau dans le film parce que Hitchcock, à la fois, comme le film a marché moyennement, et comme Hitchcock indexait souvent son avis sur ses propres films au fait que le film avait eu ou non du succès, il l'aimait qu'à moitié. Et pourtant, c'est un souvenir d'école de cinéma, c'est dans le Hitchbook. Vous avez cette scène où le découpage est incroyable, je pense que c'est parce que c'est un geste que j'ai volé quand Vera Miles, le deuxième entretien chez l'avocat, où on reprend le découpage vraiment le découpage est étudié au plan par plan, c'est des doubles pages à l'intérieur du Hitchbook, et on reprend. Vous voyez comment l'avocat voit le jeu des regards, le profil sur Vera Miles. L'avocat se lève, tourne autour, voit cette main, le double insert sur la main qui caresse le bras, et tout d'un coup la femme est folle, et lui il l'avait pas vu, quoi. Il s'était pas rendu compte, la femme va sortir, et à ce moment-là il faut qu'elle voie un médecin, etc. C'est filmé de manière admirable. Alors dans les Hitchbook ils n'arrêtent pas, et Hitchcock aussi, Hitchcock défend pas vraiment le film, mais de toute façon dès que quelqu'un attaque, Hitchcock il se défend pas. Et là, c'est Truffaut qui attaque. Et pourtant, c'est le film où il y a des leçons de découpage qui est les plus historiques. C'est sur ce film-là. Mais des leçons de découpage, j'en ai mis. Je parlais des outils Hitchcockiens qu'on retrouve partout. Je parlais des inserts. Il y a la scène, que je crois, qui est dans l'affiche, le verre brisé. La glace brisée. Quand elle attaque avec cette brosse comme ça, avec ces montages très très rapides, je pense aux deux jumelles, j'entendais quelques rires dans la salle dans cette scène stupéfiante, les deux jumelles qui ouvrent et qui disent « mais monsieur machin, il est mort, évidemment qu'il est mort ». Et vous avez tous ces outils totalement Hitchcockiens, mais qui pour une fois se confrontent par exemple au tournage, je crois à cette compétition avec le néoréalisme que Hitchcock a envie de jouer, avec le tournage en décor naturel. C'est-à-dire que le film a été tourné, comme Bill Crown l'explique, avec des nouveaux projecteurs, tout nouveaux, qui étaient fabriqués, qui demandaient moins d'électricité et qu'on pouvait brancher sur le secteur. Et tout d'un coup, il tourne au Store Club, c'est le dernier carton du film. Hein. Ce club existe effectivement, enfin, c'est là où jouait le vrai basket. Certaines personnes, j'y reviendrai, oui. Et là, je pense au plan sublime avec le pont de quand on est à Brooklyn et quand ils vont chez le premier témoin qu'ils n'arrivent pas à retrouver. Je pense au plan sublime de bateau, les establishing shots comme ça très larges avant qu'on rentre, etc. Jusqu'au rire. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans l'expressionnisme ou est-ce qu'on est dans le réalisme le plus précis? Par exemple, le rire de Vera Miles, quand Vera Miles apprend la mort du deuxième suspect. Et il y a un trait aussi qui me touche, ça m'a pris du temps à le repérer. Je ne sais pas si vous l'avez repéré. C'est certaines personnes jouent leur propre rôle dans le film, très peu. Il y a les gens qui sont les gardiens de la pension, qui jouent leur propre rôle. Les gardiens de l'asile. De la pension où ils reviennent chercher les témoins. Il y a un des policiers qui joue juste un tout petit rôle, évidemment les autres sont des acteurs connus américains, mais il y a comme ça un figurant de la loi, je ne sais plus, il y a peut-être un des tenanciers des boutiques qui jouait son rôle, je ne sais plus. Un des propriétaires, oui. Le son de découpage Hitchcockienne, vertigineuse, enfin, moi c'est beau, c'est tellement beau que ça me fait pleurer, c'est quand il visite le magasin de liqueurs. On lui dit vous allez aller au bout et vous allez revenir, et il y a vraiment un vertige, enfin, c'est très singulier ce film parce que Hitchcock rejoint Bresson, quoi. C'est-à-dire vous dites je regarde du Hitchcock ou je regarde du Bresson, vous ne savez plus. Dans des scènes comme ça, vous ne savez plus. Et pourtant Hitchcock se renie jamais, hein. C'est ses outils à lui. C'est ses outils, mais qui servent vraiment, qui tout d'un coup ont une autre visée. Et alors oui, le point que je voulais soulever devant vous, qui m'a frappé, c'est retravaillant sur ce film à l'occasion de Roubaix, etc., m'a frappé, bien sûr, la scène sublime de la fin, la prière avec ce plan à la persona, avec les deux visages qui superposent, etc. Et les miracles arrivent peu souvent, mais parfois ils arrivent. Dire à l'infirmière quand sa femme ne recouvre pas la santé, elle recouvrira la santé plus tard. Et c'est qu'il est catholique.
Et il s'appelle Balestrero. Alors c'est Fonda, c'est l'acteur qu'on connaît, c'est Vera Miles, qui est une star américaine, etc. Et quand enfin on passe, Vera Miles va appeler un avocat, etc. Enfin, elle s'inquiète, la nuit ne rentre pas parce qu'il est au commissariat, etc. Et enfin on voit la famille qui est là. On voit le beau-frère qui est là, la sœur et la mère. Et on commence à entendre des accents et à voir des visages. Et on se dit, ah oui, mais c'est des Italiens en fait. Et il y a un côté ethnique dans le film que je trouve absolument admirable et qui vient aujourd'hui chez moi renforcer l'émotion. C'est qu'ils se vivent comme une minorité italienne catholique. Quand on va dans la pension, c'est comme les pensions juives dans les Berkshire, c'est une pension, on entend l'épais accent italien du monsieur de la pension qui joue son propre rôle, sa femme qui dit mais je vais aller chercher le registre, etc. Bien sûr c'est les Italiens catholiques. Et il y a un trait qui à chaque fois me fait plaisir, que j'adore, c'est quand elle discute avec la belle-mère dans le jardin, enfin juste avant que les enfants disent il faudrait vous couvrir, etc. Il y a un type qui a l'air bien, c'est O'Connor. Évidemment, c'est un Irlandais, c'est un catholique. Jamais ils vont aller chez un protestant. C'est-à-dire, il y a ce sens du péché qui est très très singulier et qui donne une couleur au film que jamais Hitchcock a abordé, qui est, ils font partie d'une minorité. Ils font partie d'une minorité, ils vivent dans cette minorité, et quand ils vont chercher le mec calé, c'est un Irlandais qui est une autre minorité. Il y a cette perception-là, et qui est renforcée par le tournage avec les gens qui jouent leur propre rôle à l'intérieur du film. Cette dimension-là. Oui, c'est très vrai. D'ailleurs, il y a plein de petites notations. Je crois que c'est Vera Miles ou la mère, quand il sort de prison et qu'ils ont payé la caution, elle lui dit, je ne sais pas si c'est exactement traduit, elle lui dit, viens, on va à la maison, il y aura du café et des lasagnes. Voilà. Ou quand il vient voir au tout début sa mère, quand on voit Vera Miles préparer le plat, c'est un plat italien, vous savez, quand elle coupe la pâte avec le truc, etc. Oui, non, c'est vraiment... Au début, quand il va voir sa mère, comme il a prévu, il lui dit, je viendrai te voir entre 3h30 et 4h, et que sa mère l'accompagne sur le perron, et elle a un geste de la main pour lui dire au revoir, et on se dit, ce geste, c'est pas un geste habituel. Et effectivement, ils se vivent comme une minorité. Et d'ailleurs, Hitchcock lui-même était catholique et disait être catholique en Angleterre, c'est presque une excentricité. Donc lui-même avait, et c'est peut-être par là aussi que vous disiez qu'il y a quelque chose d'autobiographique dans ce film, c'est que Hitchcock lui-même a vécu en quelque sorte le fait d'être d'une religion minoritaire dans un pays à dominante protestante. Juste un mot sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur le transfert de culpabilité entre... et après, bien sûr, on prendra quelques-unes de vos questions et interprétations sur le film, mais sur le transfert de culpabilité, c'est vrai que c'est très beau dans le film, la manière dont ça se passe malgré dès le début, avec cette histoire dedans, elle s'inquiète et tout, dès le début, on voit qu'il y a en elle une fragilité, il y a en elle un espace pour que la fêlure s'agrandisse. Mais toujours est-il que ce qui est très beau dans le film, et c'est la cruauté implacable des films d'Hitchcock, c'est que plus lui va vers sa libération, plus il s'en sort, et elle, plus elle s'enferme. C'est-à-dire qu'il y a un effet de croisement presque, qui est tragique, où lui cherche à sortir, et elle est en train de se replier sur elle-même et de vivre en quelque sorte par procuration ce que lui a vécu en vrai. Je revoyais, alors je rageais parce que j'ai pas eu le temps, vous voyez, de réviser le film en DVD. Du coup, j'ai eu le plaisir de le voir avec vous. Mais quand je suis en DVD, j'ai plus de plaisir à voir le film. Mais par contre, je peux prendre des notes. Alors là, je ne pouvais pas prendre des notes parce que j'aurais dérangé mon voisin, c'était fou. Et c'est le plan séquence quand elle est chez l'analyste, où le monologue de Vera Miles est admirable, et peu à peu elle décaroche de plus en plus, quoi. Et de plus en plus, elle dit mais ça sert à rien, ils vont nous retrouver, etc. C'est magnifique, c'est d'une beauté, c'est un texte très très unique dans la carrière d'Hitchcock. Alors c'est vrai aussi que moi je suis un spectateur, est-ce que ça fait un pudique de dire ça? Un peu. Non mais j'ai un enfant, quoi. Et c'est ça, je ne veux pas le dire, c'est des vies privées, tout le monde s'en fout. Et lui, il aime bien les films marrants, et moi, pas du tout. Je préfère nettement pleurer au cinéma que rire. Les films drôles, j'aime bien, hein. Mais en fait, non. Je préfère les films tristes, quoi. Alors du coup, ce film-là, ça m'enchante, et tout le côté blagueur des films d'Hitchcock,
Non, je préfère les films malheureux. Je préfère vraiment celui-là et Vertigo, bien sûr. C'est vrai que celui-ci a une dimension tragique, quasi métaphysique ou existentielle, parce que on a l'impression tout d'un coup qu'on est du côté de Dostoïevski, qu'on est du côté évidemment de Karpo ou de Kafka. Il y a quelque chose où, à un moment, je crois que... De Kafka très fort. De Kafka très fort. Oui, on a l'impression d'un procès dans la vraie vie, mais tout d'un coup, on est comme dans l'envers de l'existence. Même, je crois que quelqu'un emploie l'expression, elle est du côté de la Lune, ou elle est dans un paysage lunaire. Et on se dit, en fait, tout le film ressemble à la réalité qu'on connaît, mais c'est comme si, en fait, c'était un froid lunaire qui règne sur New York. Il y a ça fait deux dimensions que je trouve une dimension esthétique, c'est que tout est vrai. Hitchcock le dit, en prologue, il n'apparaît pas dans le film. Hein, il avait prévu une apparition qu'il a supprimée. Absolument, il avait prévu de faire son caméo habituel, c'est-à-dire son apparition habituelle. Il l'a supprimé parce que... Le caméo, c'est son apparition au début, donc tout est un gag. Et puis c'est un gag. Et c'est un gag, et le film ne prête pas au gag. Et donc Hitchcock apparaît et commence en disant, voilà, tout ce que vous allez voir est vrai, c'est tourné sur place, avec les gens qui rejouent leur rôle, etc., dans les décors, dans les lieux, les maisons. C'est refait. Et ce que vous voyez, c'est un conte. Et cette tension est renforcée chez moi par une tension émotionnelle, c'est que c'est un film glacé et brûlant. Et dans ce sens-là, je trouve que ce film tend la main, quand je le regarde, tend la main vers des films de Bresson qui peuvent être en même temps glacés, le sang, et en même temps qui sont brûlants de désir. Ou d'amour pour leurs personnages, ou de compassion pour leurs personnages. Et c'est cette tension entre les deux émotions qui me bouleverse dans le film. Voilà. Peut-être juste un dernier point sur lequel on peut revenir. Ouais. Je voudrais préciser juste, parce que peut-être ça viendra dans la salle, la fin n'est pas du tout un happy end imposé par Hollywood. Hein. Il se trouve que pendant le tournage, la femme de Balestrero est sortie d'asile psychiatrique et Hitchcock a dit il faut qu'on ça c'est pas il faut rajouter une fin quoi. Évidemment ça a arrangé les studios, mais Hitchcock il respectait. Il y a une autre anecdote qui est délicieuse dans la biographie, c'est qu'il y avait pas un scénariste, mais il y avait deux scénaristes, celui de Sacco et Vanzetti et un autre dont j'ai oublié le nom. Donc Maxwell Anderson et l'autre c'est Angus MacPhail, voilà, qui était un ami anglais de lui. Et alors il y a une scène qui est toujours bizarre, on vient de voir le film ensemble, qui est toujours un tout petit peu ennuyeuse parce que c'est une scène où les personnages s'ennuient, c'est la scène du procès. Qui semble un tout petit peu gauche, lui qui a filmé des procès Hitchcock tellement virtuose dans ses films précédents, la scène semble un tout petit peu gauche. Et alors, la scène était un tout petit peu ennuyeuse, et dans la biographie d'Hitchcock, il raconte comment il dit aux scénaristes, vous pourriez améliorer ça, et alors les types trouvent des super idées, et ils reviennent chez Hitchcock, qui à l'époque habite à New York pour les repérages, etc., qui est à l'hôtel, et ils arrivent, ils disent, voilà, on a une nouvelle idée pour la scène, on a une nouvelle scène de procès. Et Hitchcock, à chaque fois, regardait les nouvelles versions de la scène, il disait, bah oui, mais ça s'est pas passé comme ça. Et alors, du coup, il disait, bah oui, mais c'est une nouvelle idée, quoi, c'était ça la commande, quoi. Alors, il revenait avec une nouvelle version, il disait, mais non, ça ne s'est pas passé comme ça. Et tout est filmé comme ça s'est passé, avec le vice de procédure qui s'est passé. Et Hitchcock lui-même a déclaré par la suite, parce que comme il était contrarié que le film n'ait pas marché, il a dit qu'il avait regretté ne pas s'être autorisé plus de licences dramatiques. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il a bridé son sens du romanesque. Mais oui, mais pour s'en tenir. Ce qui vous fourgue en Smuggler, c'est son seul film, pas son seul film de Smuggler, mais en tout cas celui-là, un contrebandier. C'est de la mise en scène. Vous voyez, je vous parlais de Bresson, c'est cette scène qui est historique dans l'histoire du découpage. C'est une scène quand vous avez 17 ans, vous voulez faire des films, vous commencez à regarder ça. C'est Balestrero qui rentre la première fois dans la cellule, qui regarde le coin du sol, les toilettes, le coin du plafond, les grilles, qui s'assied, le plan, et après avec le travelling circulaire autour de lui. Tout ça est d'une telle nudité. Après, il y a cet effet extrêmement Hitchcockien qui est marqué, qui annonce les zooms compensés qu'on verra dans Vertigo, cette sensation de vertige qu'il a. Il y a tout d'un coup un dénuement dans la première scène d'entrée en prison de Balestrero, qui est une leçon, une leçon de découpage que Godard souligne dans son article séminal. Et puis la deuxième fois qu'il rentre, il y a ce travelling à la Hitchcock absolument formidable, très à effet, et qui en même temps, l'effet vient pour nous frapper avec le sens. Hein, c'est cette libération, la caution qu'il va trouver quand la caméra entre
à l'intérieur, à travers la meurtrière, et ressort par la meurtrière. Et tout d'un coup, il y a la désolation. Voilà, c'est terminé. Toute l'histoire s'arrête. Il est en prison, il ne peut pas payer la caution. On entend Balestrero, mais très loin, dans le lointain. Lui, il ne l'entend pas. Et tout d'un coup, il l'entend et la caméra ressort. Et évidemment, on a un plaisir enfantin à ne pas savoir comment c'est fabriqué, quoi. Et c'est ça. Donc c'est vraiment... Non, c'est un film où la virtuosité est un outil de sa compassion. C'est pas une virtuosité pour rien, quoi. Et c'est ça qui... Et cette compassion, je crois que chez Hitchcock, c'est une compassion pour lui-même, pour cet homme qui a vécu hanté par cette terreur de la police, cette culpabilité qu'il portait. Et c'est un film, dans ce sens-là, brûlant pour moi. Peut-être même, Nicodé, puisque en vous revoyant, je pense à la fin, peut-être même le souvenir terrible pour Hitchcock des images des camps de concentration qu'il a vus pendant la guerre. Parce que ce qu'on voit dans le film, c'est quand même un processus méthodique, organisé, quasiment millimétré, d'humiliation et de déshumanisation. C'est-à-dire qu'ils lui font faire une dictée comme si tout d'un coup il avait régressé, qu'il était revenu à l'école, et il se fait coller. Il le dépouille littéralement de son identité. Et les deux plans sublimes quand il rentre, vous savez, quand il doit se déshabiller. Il y a un plan moyen avec un raccord en plan large quand il est dans la prison. Donc voilà, il se déshabille. Il le soude avec l'encre. Et voilà. Et je voulais juste dire ça comme voilà, une hypothèse. C'est pas qu'évidemment il considère que les policiers américains sont des fascistes. Non. Pas du tout. Il y a quelque chose qui souvient de ce que Hitchcock a vu pendant l'été 1945, parce qu'il est à Hollywood. Il a fait ce montage. Voilà, parce qu'il est à Hollywood à ce moment-là, et son ami, le producteur Sidney Bernstein, qui est en Angleterre, et qui reçoit, lui, les images des caméramans qui filment la libération des camps, se retrouve avec ces images, il a des fonctions au gouvernement anglais, et il doit faire quelque chose de ces images. Et il dit, je ne savais pas quel... Bon, il était démuni, quoi, devant ce qu'il voyait. Et il dit, la seule idée que j'ai eue, c'est de faire appel à un esprit brillant, c'est-à-dire Hitchcock, et il lui demande de venir. Et Hitchcock, pendant 1 mois, reste à Londres, et voit... Il y a une anecdote incroyable, c'est que Hitchcock se demande à visionner les rushs, enfin les images des opérateurs, il regarde pendant des heures les images donc, de libération de camps par les forces alliées au fur et à mesure qu'elles avancent en Allemagne, en Pologne et par la suite en Russie. Et les historiens racontent que ce qu'a vu Hitchcock l'a tellement sidéré qu'il a regardé les images pendant le temps des rushs et il n'est pas revenu pendant 1 semaine. Il n'est pas revenu pendant 1 semaine et en même temps, il a travaillé avec ceux qui écrivaient le commentaire, avec les monteurs. Ce serait trop long d'expliquer ça ici, on y reviendra peut-être une autre fois. Mais toujours est-il qu'il a dit, par la suite, il s'en est très très peu expliqué, il en a très peu parlé, mais il aurait dit à Henri Langlois, le fondateur de la Cinémathèque, au début des années 70, il a dit « J'ai vu des images des camps, personne ne voulait les voir, c'était trop horrible. » Mais il dit « Mais ça m'a entêté toute ma vie. Ce que j'ai vu, je ne l'ai jamais oublié. » Je voudrais, peut-être il faut vous passer la parole parce que nous trouvons un support. Ça fait les deux dans mon pet show, vous voyez, du coup, vous impatientez. Et non, c'est une phrase, parce que Hitchcock, il n'a pas du tout fait que débiner ce film, hein, pas du tout. Et c'est une phrase qu'Olivier Cohen, des éditions de l'Olivier, me disait, puisqu'il savait que je venais ce soir ici. C'est une phrase que Hitchcock a dite à l'occasion de la sortie du Faux coupable. Je filme des innocents dans un monde immoral. Et c'est le film et c'est ce rapport à l'image interdite ou à l'humiliation dont vous parliez, etc. Je filme des innocents dans un monde immoral. Il n'y a pas de méchants, les policiers ne sont pas méchants. Simplement, ils détruisent un homme. Et vous assistez à la destruction d'un être humain par un système administratif. Et le miracle arrive, absurde. Dernière chose, il faut première quand vous passe la parole, mais c'est vrai que c'est compliqué, mais je vous ai vu, j'arrive. Vous disiez, et c'est vrai, que Hitchcock, avec 10 ans de retard en quelque sorte, fait son film, entre guillemets, néo-réaliste. C'est-à-dire qu'il voit qu'il se passe dans l'histoire du cinéma une révolution esthétique formelle qui a pour nom néo-réalisme et qui est italienne. Et d'une certaine manière, c'est trop long là aussi d'insister, Hitchcock se coltine avec cette réalité parce que ça lui a importé l'histoire du cinéma telle qu'elle se déroulait autour de lui. Il ne le disait pas, mais il voyait beaucoup de films. Il voyait beaucoup de films et il s'intéressait aux films des autres.
L'autre chose qu'il faut peut-être dire, qui est importante, au début vous disiez, c'est un film entre L'homme qui en savait trop et Vertigo. C'est aussi le premier film, le premier long métrage de cinéma qu'Hitchcock réalise après avoir commencé sa fameuse série Alfred Hitchcock présente. C'est-à-dire qu'au moment où il fait ce film, il a déjà réalisé, lui, signé Alfred Hitchcock, 4 films télé pour la fameuse série Alfred Hitchcock présente. Et la série Alfred Hitchcock présente, qui donnera entre autres Super Psychose, bien sûr, déjà, qu'est-ce que ça raconte les films télé d'Hitchcock? C'est toujours des vies ordinaires, c'est toujours une classe moyenne, c'est toujours la vie de tous les jours dans laquelle s'insinue, ou dans lequel, à force d'entrer dans les maisons des uns et des autres, il va montrer des fêlures qui seraient invisibles de l'extérieur. Des cas de meurtre derrière les rideaux, des choses, mais avec des gens de tous les jours, d'une certaine manière. Il y a une quotidienneté dans l'horreur, entre guillemets, des films télé d'Hitchcock, qui tout d'un coup trouve aussi, là, une correspondance et une convergence. On s'arrête là, hein. Enfin, en tout cas, on vous donne la parole. Voilà, si vous avez... Oui, monsieur. Voilà, il y a un micro, là, juste à côté de vous, regardez. Allez-y, posez votre question. Oui, enfin, c'est pas une question. Oui. J'ai vu très souvent ce film, et j'en suis toujours complètement honteux, presque, d'avoir quelques larmes, comme une vieille dame. Et je suis vraiment tellement touché par ce film, parce que ce film, plus qu'un film, il montre le désespoir du monde dans lequel on vit, de ces immigrés qu'on ne reçoit pas et tout ça. Et ça me touche beaucoup. Je pense au film aussi de John Ford, Les raisins de la colère, grâce évidemment à Henri Fonda. Et je suis vraiment profondément touché. C'est un film qui est complètement sensitif au-delà des plans qui sont extraordinaires et qui sont d'une agilité remarquable. Je trouve que... Enfin, je ne trouve pas de mots pour définir que ce cinéaste qui arrive finalement à emporter complètement l'adhésion sans trop d'efforts. Et c'est ça que je voudrais demander à Arnaud de Pléchin de me dire est-ce qu'il est impressionné par certains plans, par certaines émotions qui se diluent dans un savoir-faire qui est parfois incompréhensible, qui est difficilement définissable. Voilà. Le savoir-faire, il est vertigineux dans tous les films d'Hitchcock, mais celui-là, et c'est pour votre émotion ou les larmes qui viennent, je les partage. Il y a un mot, vous disiez, je cherche le mot. Il y a un mot qui a été proposé, il a été proposé par Jean-Luc Godard, écrivant Jeune homme sur ce film. Il parlait d'un des chapitres du film et il disait, moi je l'attribuerais, il proposait si vous voulez un autre titre, et il dit le film s'appelle The Wrong Man, le faux coupable, ça aurait pu s'appeler Les humiliés et les offensés. Et vous voyez, c'est ça que je voulais dire quand je disais... Du livre de Dostoïevski. Il disait un titre dostoïevskien, humilié, offensé. Et tout cet art de la mise en scène d'Hitchcock sert à ça, sert à quelque chose dans ce film, parce que c'est un film qui n'ose pas la voix. C'est pas un film qui ose la voix, mais qui porte la voix des humiliés, des offensés, et c'est quelque chose qui vient me toucher profondément. Et puis en même temps, on sent aussi cette humiliation des artistes de cinéma, parce qu'on est en pleine liste noire, 56, c'est encore la liste noire, où les artistes sont persécutés et tout. Et là, on sent que lui, qui est artiste, qui joue de la musique, il est tout de suite persécuté avant même de sortir de sa boîte. Les deux flics qui passent dans la rue, qui croisent avec la fameuse silhouette et Fonda qui s'inscrit entre les deux policiers au tout début du film, à la sortie du Store Club. C'est dès qu'il arrive, le voilà pris dans une histoire de destin, quoi. Il y a une malédiction. C'est réaliste et c'est un conte. C'est les deux choses chez Hitchcock équivalent. Oui. Ici, monsieur au milieu. Là, ici, au 5. 5e rang. Déjà, merci beaucoup, puisque j'avais vu le film quand Parlez plus fort. Désolé. J'étais beaucoup plus petit et j'avais pas... Il m'avait marqué différemment des autres films d'Hitchcock, mais j'avais pas vraiment compris pourquoi.
Et ça fait plaisir de le revoir là et d'avoir une présentation avec qui m'éclaire. Mais en fait, je pense que, vous l'avez dit, ce qui m'avait marqué, c'est que c'est un film qui, plus que d'autres films d'Hitchcock, est vraiment marqué par la réalité sociale. Et justement, toute cette forme que vous venez de décrire, est-ce que vous pensez qu'au-delà de l'influence du néoréalisme, il y a une influence de la réalité sociale qui, dans ce film, définit vraiment la forme qui est si singulière et différente par rapport aux autres films d'Hitchcock? Ben c'est singulier, c'est unique, mais je pense avec monsieur, il était à Hollywood pendant la liste noire, et ça doit faire quelques... quand vous voyez la liste rouge, quand vous voyez des camarades, enfin des camarades ou pas des camarades, des collègues, qui sont mis à la fin, exclus, etc. Et Hitchcock, qui est comme un petit enfant, qui se tait parce que lui, c'est un Anglais à Hollywood, et il regarde ça avec terreur. Le film vient vraiment embrasser l'époque et embrasser toutes les époques. C'est ça, il y a une dimension à la fois actuelle qu'on peut rattacher, mais il y a aussi, qu'on disait Kafka, une dimension qui échappe à un ordre, voilà, mythologique. Je pense à la scène où les deux flics viennent le chercher devant chez lui, et ils montent dans la voiture et ils se retrouvent entre deux. Et tout d'un coup, c'est plus des hommes, ceux qui l'encadrent, c'est des cerbères. Puis Hitchcock fait un plan sur chacun des deux, et ils ont des têtes, des profils qui sont... Voilà, des profils, mais absolument énormes, quoi. Ils ont doublé de volume. Et on est effectivement à la fois dans un registre réaliste, et presque dans un registre mythologique. Attends. Merci beaucoup pour tous les commentaires. Moi, j'ai vu le film la première fois. Et je dois vous dire que c'est un film terrifiant. Et il est très beau, comment il est fait, les acteurs. Mais moi, j'étais toujours dans un stress. Jusqu'au moment où j'ai vu le policier, on comprend bien qu'il a reconnu, qu'il a pensé que voilà, c'est le vrai coupable. À partir de ce temps, voilà, j'ai retrouvé l'espoir. Et même vous êtes mis à respirer pour la première fois depuis une... Oui, c'est ça. Et même vers la fin, quand on voit le personnage de Fonda qui arrive voir sa femme, on n'est pas sûr encore qu'elle va s'en sortir. Et je dois vous dire que malgré la fin qui a une bonne fin, j'ai toujours ce qui est resté dans mes sentiments, dans ce que je ressens maintenant, c'est toujours ce côté fatal de la chance, parce que je me suis dit, et si par exemple ce détective, ce policier, il n'a pas pensé à... Et s'il y a d'autres qui étaient dans la même situation et ils sont toujours en prison ou ils ont fini en prison, ce côté fatal et de la chance, c'est quelque chose qui, oui, c'est de Dostoïevski, de Kafka, c'est ça qui me tient toujours, que je ne peux pas dire que je suis complètement soulagée, quoi. Qu'est-ce que vous pensez? Moi, à chaque fois, le dernier plan, c'était un retake qu'il a fait à Miami avec des doublures. Bien sûr. À chaque fois, je me dis, c'est pas vrai, elle va redécarrocher. C'est-à-dire, je pense à une de mes tantes, mais je sais très bien qu'on s'en remet pas de ce genre de truc. Mais je ne veux pas ruiner tout espoir, mais dans la version dont vous parliez de l'entretien entre Hitchcock et Truffaut, donc qui date de 1962, et ça a été coupé dans les versions ultérieures, dans les rééditions. Hitchcock dit, en fait, elle est allée à l'asile, et il lui dit en 1962 à Truffaut, et elle doit y être encore. Donc, évidemment, mais c'est comme dans les... Donc elle est sortie un mois, quoi. Oui. C'est comme dans les épisodes d'Alfred Hitchcock présents. C'est-à-dire que dans les épisodes d'Alfred Hitchcock, il arrive très souvent que le coupable ne soit pas arrêté à la fin. Et puis Hitchcock arrive, donc Alfred, et dit « Ne vous inquiétez pas, la police, bien sûr, l'a arrêté. » Donc il rassure les téléspectateurs. Mais quand on regarde le film, que dalle, c'est pan, le couperet est tombé. Et effectivement, la fin ici, elle est comme dans un Alfred Hitchcock présent. Bon, bien sûr, hein, tout ça c'est arrangé, mais c'est deux plans, c'est un plan avec une doublure. Un plan avec une doublure et un carton. Bon, qui veut y croire. Alors c'est vrai ou pas? Quoi? Oui, elle est sortie. Elle est sortie. Maintenant, sur mon expérience familiale, elle y est retournée. D'autant plus que Hitchcock est quand même un réalisateur du muet et qui raconte toutes ces histoires par les images. Même, on n'a pas besoin des dialogues, on n'a pas besoin même
Et donc du coup, ce dernier plan, c'est vrai que c'est un peu un générique, quoi, qu'on regarde pas, et voilà. Vous parliez de réalisateur du muet, il y a un autre, le revoyant, ça me frappait, c'est peut-être vraiment un truc de réalisateur. Pour admirer jusque ça, il faut vraiment être maniaque, c'est parce que, me disait, c'est le plan, il y a un plan où effectivement il faut le sauver, Fonda. Et pour le sauver, il faut bien qu'il y ait un policier qui ait cette idée. C'est-à-dire qu'il voit l'autre type qui est le vrai coupable, et qui fasse ce rapprochement en disant tiens, il ressemble à Balestrero que j'ai mis en taule. Et l'idée de mise en scène est tellement sublime dans la scène d'avant, la prière avec l'avancée sur le tableau du Christ, puis l'avancée sur le visage de Fonda, le visage de Fonda en gros plan et le criminel qui arrive. Et après, c'est doublé par la mise en scène. Chacun des détails de mise en scène est parfait. Après, quand il rentre dans le commissariat, il retrouve son avocat, et à ce moment-là, il revoit la scène que nous avions déjà vue de l'identification. Vous savez, mais cette fois-ci de filmer de profil, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les protagonistes. Et les deux femmes sortent et ne s'excusent pas. C'est comme une gifle, quoi. C'est magnifiquement mis en scène. Et ce que j'adore, c'est que le metteur en scène, quand il doit dire « et le flic », on va faire un travelling avant-arrière, ça suffira. Mais si vous voulez, c'est qu'elle a tellement d'idées avant et tellement d'idées après, qu'au milieu, la résolution du drame, il dit la résolution du drame, c'est comme si c'était une part de l'histoire qui l'intéressait moins et sur laquelle il s'applique moins, puisque le travelling avant-arrière, qui est tout à fait virtuose, par ailleurs, chez un autre réalisateur, mais par rapport à Hitchcock, il fait moins d'efforts. Il fait moins d'efforts, il sait qu'il a mis 2 pics. Oui, madame. Juste une chose pour Quelque chose de votre film qui vient de sortir, c'est justement à cette fin-là, quand les deux femmes sortent, quand même les deux accusatrices, celles qui elles aussi ont cru voir en cet homme le coupable, ça part de là quand même, de cette femme qui parle entre elles et qui dit c'est lui. C'est l'effet que disait le jeune de cette société qui nous écrase un peu comme ça, qui est, hein. Cette fin, il pose sa main sur l'épaule de l'homme pour lui dire c'est fini. Ce geste, c'est le geste qu'on retrouve chez vous dans votre film. Cette humanité de ce flic, de ces deux femmes qui sortent comme si bon, ça passe à autre chose. Et lui, ce flic, qui lui par contre met sa main et dit, il offre quelque chose, et ça vient répéter. Et donc il n'y a pas rien. Non. Il n'y a pas rien. Et puis ça vient répéter et réparer le geste terrible de la secrétaire qui venait poser la main pendant le tribunal. Vous savez que ce long panneau circulaire et la main qui se posait sur son épaule. Et voilà qu'une autre main se pose et celle-là n'est pas accusatrice mais devient une main amie. Et donc quelque chose quand même se répare. Ouais. Arnaud, je voulais rebondir sur quelque chose, c'est le couple. Je voulais rebondir sur l'importance du couple dans le film incarné par Henri Fonda et Vera Miles. Tout à l'heure, il y a un monsieur qui a cité Pérezanne de Goller. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu le film Jimmy V où tu fais référence à Henri Fonda dans un film de John Ford, Vers sa destinée, dans Mr. Lincoln. Alors moi, je suis obligé de trouver que ce film d'Hitchcock a quelque chose, bien sûr, de bressonien, de kafkaïen, mais il a quelque chose de fordien aussi. De fordien, parce que ce couple uni par Henri Fonda et Vera Miles me rappelle aussi Vera Miles, la femme de James Stewart dans L'homme qui tue Liberty Valance, les rapports de force et d'intégrité morale et de religion, toujours, d'une femme qui va défendre son mari jusqu'au bout, me rappelle bien sûr tous les personnages que Fonda a tournés avec John Ford. Il faut savoir que par rapport à ce que disait aussi le monsieur tout à l'heure, par rapport à l'intolérance des années 50, le McCarthyisme et tout, ce film arrive dans la carrière de Fonda entre son retour, puisque c'est le seul acteur de l'histoire du cinéma qui n'a pas fait de cinéma pendant 8 ans et qui a tourné Permission jusqu'à l'eau, Mr. Roberts, sous la direction de Ford, après l'avoir joué pendant 7 ans au théâtre. Et dans les années 50, il tourne 2 films majeurs, le film qu'on vient de voir, et 12 hommes en colère, de Sidney Lumet, où il incarne la justice. Et je voulais rebondir là-dessus, c'est que l'esprit de Ford est là aussi. Moi j'ai pensé, peut-être qu'à tort ou à raison, j'ai pensé au mouchard en voyant le fou coupable. Parce que le fou coupable aurait pu s'appeler aussi l'innocence bafouée
ou l'innocence incarcérée, avec ce plan magnifique dont parle la dame tout à l'heure, de ces deux femmes avant rentrer chez elles, mais elles ont failli envoyer un homme en prison pour le restant de ses jours parce qu'il ressemblait à un coupable. Et il y a une scène fantastique dans le film. Alors c'est peut-être une erreur de sous-titrage, c'est le journal qui dit que Manibal Estero a été désinculpé ou il a été réhabilité grâce à un sosie. Non, il n'a pas été réhabilité grâce à un sosie, il a été réhabilité tout simplement parce qu'il était innocent. Et tant qu'on ne pouvait pas faire preuve, la preuve de son innocence, il aurait pu rester 10 ans, 20 ans dans le couloir de ce qu'on veut, quoi. Et donc c'est important, il est libéré parce qu'on a trouvé le vrai coupable. The wrong man is outside because the real man is guilty. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, Arnaud, de la connivence qui est entre Hitchcock et John Ford. Par rapport à beaucoup de plans du film. Je la vois moins, je l'entends par la citation des acteurs. Par contre, ce que je voudrais relever, c'était une petite note que j'avais prise, c'est la citation d'un ami. C'était cet ami c'est Nicolas Saada qui me soulignait ces vertigineux politiques des acteurs. Bon, politique du cinéaste, on vient de faire l'apologie d'Hitchcock pendant 30 plombes, mais politique des acteurs, c'est la même année que le même homme fait ce que vous venez de voir et 12 hommes en colère. C'est hallucinant. Alors, proximité avec Ford, oui, mais enfin avec Sidney Lumet, quoi. Et alors, Nicolas Saada soutient que les 12 hommes en colère, en fait, c'est la suite du faux coupable. C'est un type, il a été mis en prison, il a failli y rester, etc. Donc, du coup, quand il arrive, quand il tourne 6 mois après, dans le film de Lumet, il dit non, pas d'erreur judiciaire, c'est possible, parce que je suis passé par là, donc je suis au courant, quoi. Et donc, Saada dit non, c'est la suite, c'est le sequel du faux coupable. Et je trouve l'hypothèse tout à fait joyeuse. Ouais. Voilà. Oui, bonsoir, merci beaucoup pour tous ces éclairages. Je ne ferai pas le parallèle en disant que le faux coupable c'est Duquesne dans Roubaix Lumière, ça m'a fait penser à ça. Sinon, une question bête, c'est pourquoi l'histoire est vraie et une fois qu'il choque l'a dit en entrée, on voit apparaître tous les événements ne sont pas réels, il n'y a aucun rapprochement, c'est dans le générique. Bah ça, je pense que c'est contractuel. Ça, c'est contractuel, c'est les studios qui se protègent. Ouais. C'est le service juridique de la Warner qui voilà. Là, vous luttez plus, quoi. À un moment, bon. Et juste un autre point, on a parlé de beaucoup d'écrivains et d'auteurs. J'ai lu récemment qu'Hergé était très admiratif d'Hitchcock et qu'il regardait beaucoup. Et quand on regarde la chronologie, les deux plans que vous nous avez ramenés à la mémoire, qui sont le bateau et le pont de Brooklyn, j'ai eu l'impression de voir des cartouches d'Hergé, avec Tintin qui rentre dans l'immeuble et on voit derrière cette perspective. Enfin, si vous regardez Coq en stock, par exemple, avec le bateau... Mais comme moi je préfère les films tristes d'Hitchcock aux films gays, il y a un autre film triste que j'adore qui est Marnie. Je me souviens toujours du bateau, vous voyez, derrière la maison de sa mère, avec ce bateau, l'énorme masse du bateau, puisque c'est une femme à marin. Alors il y a comme ça, donc il y a cette menace du bateau terrible dans Marnie. Donc je fais la rime avec Hitchcock lui-même, et j'entends votre rime avec Hergé. Mais il y a un côté, il y a un moment, entre guillemets presque, mais qui joue grâce au spectateur. Il y a presque un moment bande dessinée, ou en tout cas, c'est quand Henri Fonda lit son journal dans le métro au début, et qu'on comprend... Ça, c'est très, très Hergé. Très, très. C'est monsieur Sinas qui vient du muet, c'est-à-dire qu'il regarde une publicité pour une voiture, et on voit qu'il y a une femme, 2 enfants. Donc on sait tout de suite qu'il y a deux garçons, une femme avec 2 garçons. Après ça, il regarde une publicité pour les prêts bancaires. Donc on se dit, ça va. Et après ça, il plie le journal et c'est sur les courses. Et à ce moment, il y a cette scène, mais sauf qu'il y a l'apport du réalisme. C'est ce café, le décor du café sublime à New York ou à Brooklyn, je ne sais pas, où il va prendre son petit déjeuner rituel juste en sortant du métro, et où tout d'un coup, il y a cet apport dont Hitchcock s'est protégé, et là, il s'est protégé de la vie tout le temps. Et là, tout d'un coup, il se protège moins, quoi. Et alors, du coup, c'est bouleversant. Comment ? C'est prémonitoire parce que ouais. On voit un peu ce qui pourrait se passer. Ouais.
il lit le journal, enfin, Hitchcock nous fait lire le journal d'Henri Fonda comme si c'était une BD, ou enfin, puisqu'on voit après chaque fois, il y a un plan sur une expression d'Henri Fonda, où on comprend que tout d'un coup, ah oui, la voiture, est-ce qu'on pourrait pas, et puis tout d'un coup, le prêt, ça le ramène à la nécessité, enfin, le problème de dentaire de sa femme, et ça. Et donc, on avance, et quand on connaît la passion puisque combien de fois il a raconté cette histoire, l'effet Kuleshov. Donc, en fait, Hitchcock, qui effectivement est un cinéaste qui vient du muet, était obsédé par l'effet Kuleshov, qui était une expérience cinématographique, et qui disait, si vous montrez un enfant dans un cercueil, puis un visage d'homme impassible, et que vous montrez des victuailles sur une table, et un homme impassible même dans le plan suivant, vous allez imputer des sentiments différents à chaque fois au visage de l'homme que vous voyez. Une fois, vous allez dire « Ah, il joue la peine », et une fois, il joue la joie. Avec le même homme. Oui. Avec le même acteur, oui. C'est la force du montage. Là, c'était Boujewski. Voilà, absolument. Boujewski. Une assiette de soupe. Exactement. Mais je m'inscris... Et alors, ça donne le sentiment de la deuxième image. C'est ça. Mais alors j'aime terminer sur un désaccord total avec Bernard Benoliel, parce qu'il y a cette phrase, les acteurs c'est du bétail, l'effet Kuleshov, etc., mais jamais vous obtenez une performance comme celle de Fonda en lui disant tu donnes un regard neutre et je mettrai, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une amitié, il faut qu'il y ait deux artistes qui travaillent ensemble, il faut qu'il y ait deux hommes qui partagent les mêmes sentiments ou une même visée. Évidemment que Hitchcock est un cinéaste qui aimait follement les acteurs. Il suffit de voir chacune des performances d'Ingrid Bergman, même si c'était musclé, il s'agit de voir Kim Novak ou Jamie Stewart dans le film qui suivra, et c'est bouleversant. On pourrait même dire que le drame d'Hitchcock, c'est qu'il était fou de ses acteurs. Oui, monsieur? Oui, alors... Moi, il me semble qu'il y a le piège de l'histoire vraie. Parce qu'en fait, Hitchcock, c'est un scénario qui ne tient pas debout. Puisque, par définition, pourquoi ce type qui a dévalisé se serait représenté à cet endroit? Ça n'a aucun sens. On ne peut pas imaginer Hitchcock inventant une histoire, un scénario, où le type qui est venu voler, qui est venu dérober, et qui a eu affaire, reviendrait en donnant son nom, etc. Ça ne tient absolument pas debout une seconde. Et ce qui était assez curieux, c'est que l'avocat... il a fallu que ça se passe dans la réalité pour que ça devienne possible. Oui, c'est ça, voilà, c'est le piège. Le piège, c'est que, mais puisque c'est réel, ça doit être vraisemblable. Mais non, justement, c'est un réel qui est invraisemblable. Parce que, au fond, ça ne s'explique que par la bêtise. C'est un film sur la bêtise, en fait. Donc, la bêtise des policiers, et même la bêtise de l'avocat de la défense, qui ne signale même pas cette invraisemblance que son client aurait pu se présenter dans cette compagnie d'assurance, mais ça ne tient pas debout. Et en plus, les filles de l'assurance, elles disent « Ah ben oui, il y avait quelques centaines de dollars, etc. » Qu'est-ce que ça n'a aucun sens, ça ne tient absolument pas debout. Et donc, ce que je trouve d'ailleurs amusant, c'est que je suis le premier à signaler ce problème, alors que c'est une évidence que ça ne tient pas debout, et que Hitchcock, s'il n'avait pas été lié à cette histoire vraie, il n'aurait jamais pu imaginer et présenter un film aussi aberrant. Moi, je ne suis pas d'accord. Enfin, je suis... Pardon. Mais non, vas-y. Non. Vas-y, en premier. Non, je pense que ce qui a sidéré Hitchcock, c'est que peut-être cette histoire qu'il n'aurait jamais pu inventer, il l'a trouvée, j'allais dire, toute faite. C'est-à-dire que ce qui le passionne là, c'est que tout d'un coup, le suspense, la peur, la terreur ne vient pas d'un effort d'imagination, c'est le réel qui fait peur. Parce que le réel, il est bête. C'est pas qu'il est policier, c'est qu'il y a de la bêtise dans le réel. Et le réel peut être implacable. Ce qui les sidère tous, c'est que tout d'un coup, la réalité soit capable de quelque chose que l'imagination ne pouvait pas penser. Justement, Hitchcock ne met pas... Justement, c'est ça la force d'un réalisateur, c'est qu'il ne va pas être piégé par le réel. Les gens qui sont piégés par le réel, ils font des trucs qui ne tiennent pas debout. Mais c'est ce combat contre ce que Hitchcock appelait les vraisemblants, je le vois dans ce film-là, comme je le vois dans La mort aux trousses, et comme je le vois dans tous ses films. C'est vrai qu'il y a un bras de fer avec les spectateurs, et avec le monde quotidien qui est les vraisemblants. Maintenant, si je peux me permettre une anecdote
est-elle facétieuse? Un tout petit peu. Je connaissais rien à la police, mais il se trouve que je viens de faire un film où j'ai dû vivre pas mal avec des policiers, et il y a un jeune homme avec qui, vous voyez, parce que vous dites, les policiers, ils auraient dû dire, c'est pas possible qu'il aille 2 fois à l'assurance, une fois pour les cambrioler, et la 2e fois pour demander un prêt. Et là, moi, j'ai joué avec un jeune homme, pas si jeune que ça, il avait déjà une toute petite trentaine d'années, que nous avons rencontré à la NPE, parce que son agent de peine, je lui avais dit de venir pointer à le jour de sa sortie de prison, et il avait beaucoup de charme. C'est pas Farid, hein, c'était un jeune homme beaucoup plus blessé ou meurtri, et quand lui n'a pas osé raconter ce qu'il avait fait, les policiers racontaient ce qu'il avait fait, il avait fait un hold-up sans masque dans l'épicerie au-dessus de laquelle il logeait, il habitait au 1er étage. Et donc il était descendu, il avait fait un hold-up, il était remonté pour manger les chips et la bière, et puis, je sais pas, le téléphone portable qu'il avait dû voler. Et il était vachement étonné quand la police était venue le chercher en disant « Mais vous avez fait comment ?» Et c'est-à-dire c'était en bas de chez toi, quoi. C'est-à-dire que c'était tes voisins, quoi. Et il y avait un tel dénuement que parfois la police, j'imagine, doit se trouver dans des situations un petit peu absurdes. La réalité est absurde, quoi. La réalité peut arriver à être absurde. Et ce jeune homme, il avait pourtant... Il était un peu light in the head, comme disent les Américains, je sais pas. On va prendre peut-être une dernière question, oui. Une avant-dernière. Allez-y. Moi, j'ai beaucoup pensé à un film, mais je suis un peu embêtée parce que je me souviens ni du titre de ce film, ni du réalisateur. Alors peut-être que quelqu'un va pouvoir m'aider. Mais c'est un film assez rare, je crois. Un film québécois qui retrace la réaction policière après des émeutes au Québec dans les années 70 et qui décrit des arrestations de faux coupables, hein, de gens qu'on va un peu comme ça arrêter pour l'exemple. Et c'est une description extrêmement précise, comme dans le film qu'on a vu ce soir. Pas à pas, on assiste notamment au moment où les policiers débarquent le matin chez les gens, au moment du petit déjeuner. Donc il y a les enfants qui sont en train de prendre le petit déjeuner, et puis il y a tout un pourparler qui s'engage avec la police. Enfin, pas un pourparler, mais voilà, une sorte de dialogue. Et on assiste à l'arrachement comme ça des gens de leur foyer, quoi. Et il y a aussi une scène qui m'avait bouleversée dans ce film, c'est que donc, les gens sont parqués dans une sorte de grande salle et puis mis en prison et privés de nourriture. Et à un moment donné, au bout de plusieurs jours, affamés, ils reçoivent les premières nouvelles de leur famille et les premiers colis. Et ce sont des colis avec des petites choses à manger. Et un des personnages se rue littéralement sur la nourriture, se goinfre, quoi. Et donc il mange un paquet de chips comme ça, de manière très frénétique, et il se met à pleurer à ce moment-là. Et la scène est vraiment absolument bouleversante. Et quand j'ai vu ça, c'est un film militant, hein, comment dire, ça s'inscrit pleinement comme ça et volontairement dans un vous dites que je dis n'importe quoi. Si, vous allez voir, il y a un rapport. Non, mais continuez, madame. Ne vous laissez pas détourner. Et donc, justement, le rapport que je voulais faire avec le film qu'on a vu ce soir, c'est le sentiment que m'a donné à la fois ce film et le film canadien dont je parle, c'est quand on décrit précisément les affects des humiliés, comme vous le disiez parfaitement, que là, on fait quelque chose comme, alors pardon pour utiliser ce mot, cette catégorie un peu comme ça, imprécise, mais moi je dirais qu'on fait du cinéma politique, quoi. Oui, et je voulais vous poser cette question, alors je vous ai entendu récemment sur France Culture dire que souvent vous ne prononciez pas sur les questions politiques, mais je voulais savoir si en programmant ce film, il y avait quand même un choix politique. Et j'avais une deuxième question très rapide qui n'a rien à voir avec le cinéma, mais vraiment par curiosité. Dès que le film la première chose que vous avez dit quand le film a terminé, c'est
L'un a parlé de décompensation psychotique et l'autre a parlé de dépression. Et je voulais savoir si cette question-là avait été, si quelqu'un avait écrit ou tranché, quelqu'un qui connaît un petit peu ça précisément, de quoi est-elle malade exactement. Voilà, merci. Non, j'écoutais cette femme et je pensais à ma famille. Voilà. Et le mot politique, je n'oserais pas l'utiliser pour moi-même, je ne l'utilise pas parce que c'est un mot que je comprends mal, que je manie mal. Voilà, c'est un mot que je manie mal. Et pour Hitchcock, je pense qu'il serait outré. Je pense que Hitchcock aussi avait peut-être un inconfort ou avec... c'est difficile de fabriquer des spectacles et des spectacles de divertissement aussi, beaucoup, parce que c'est une dimension importante, même si je disais... Il n'a pas fait de films comiques, il a fait des films drôles, donc ça va. Je peux en être spectateur. C'est difficile après de dire je fais du cinéma politique, parce que vous le faites, vous voyez, c'est difficile, puis il voulait être un cinéaste à succès, c'était très important pour lui, ce rapport, ce dialogue avec les spectateurs, d'arriver à nous séduire, à nous faire tourner la tête, etc. Donc non, c'est pas un mot que je pourrais utiliser, en tout cas certainement pas pour moi, voilà. Par contre, pour utiliser peut-être ouvrir, si vous voulez, accueillir ce que vous dites et le faire rebondir autrement, il y a un adage dont je me souviens mal, mais sûrement vous pourrez m'aider à me corriger, qui est une phrase qui m'a frappé très fort, qui était une phrase de Danet, qui disait quand on aime le cinéma, pour certains, pas pour tous, mais pour certains, c'est des choses qui se décident très jeunes. Chez lui, c'était renforcé par le fait qu'il était fils d'une mère seule, de par sa judéité, de par son homosexualité qu'il a connue jeune, donc d'isolement, de choses comme ça. De Serge Danet, le critique du cinéma, et qui disait peut-être on aime les films parce qu'on refuse la société. Et il disait si j'ai refusé la société, c'est pour accepter et embrasser le monde. Voilà. En tout cas, moi, ce serait ma position éthique plus que politique. Ce serait d'essayer de refuser la société. J'ai refusé la société parce que je trouve que le cinéma, c'est mieux que la vie, c'est la vie en plus vite. Mais j'essaie d'embrasser le monde dans mes films. Et en tout, très humblement, parce que lui, il a embrassé le monde super large. Bon, on va peut-être s'en tenir là. Voilà, on prend une dernière question devant et on s'en tient là. Merci. Je suis confiant que vous êtes familier avec la citation, mais pour ceux qui ne le sont pas, Bergman se référait à Martinson quant au fait que le cinéma était le refuge de ceux qui avaient peur de la vie. Donc, j'en viens à ce que je voulais dire. Il y a quatre choses, il y a trois choses dans le film. Alors moi, pour être clair, j'ai que vu le film entre 2 et 5 fois, pas 117 fois. Et donc je vous indique des choses en me demandant quel est leur sens, à part le fait que pour au moins 3-2, je vois ça rajouté à l'humiliation. Mais donc la première, c'est le fait que les policiers utilisent la main forte avec lui. Et moi, je ne connais pas assez des États-Unis ou de la police à l'époque, mais j'ai suffisamment d'expérience avec la police ou de ce que font certaines personnes, de simplement dire vous n'avez pas besoin de me toucher, de m'agripper, je viendrai avec vous, et c'est pas comme s'il n'est pas obéissant. Premièrement. Deuxièmement, ce mensonge à propos de la famille qui est réitéré à travers le film, it's taken care of. Et jamais il ne s'assure que c'est fait. The wrong man, le faux coupable. Voilà. Et la troisième chose, c'était Alors, ça, quand je parle d'humiliation, je parle plutôt d'un effet de mise en scène, parce que vous allez comprendre aussitôt que je le dis. Mais c'est très frappant que quand il quitte la chambre de sa femme, c'est juste, je me demande ce que ça veut dire, qu'il ne laisse pas le journal. Et parce qu'elle a peut-être des moments de lucidité, des moments de non-lucidité. Donc en termes de mise en scène, c'est totalement logique.
termes d'humilier, etc., qu'il ne fasse pas ça. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est ce que vous avez à dire sur ces choses, mais aussi ce que vous savez de ce qui est vrai et faux. Oui, vous en faites pas. Non, mais ça fait beaucoup. Oui, non, mais je vais le plus vite possible. Il y a les policiers, et ça m'a frappé dès l'abord, parce que ça fait au moins 20 ans que j'ai pas vu le film. Les policiers sont comme des complices. Alors ils sont procéduriers, tout travaille comme sur des rails, comme s'ils étaient complètement fatalistes. Enfin, c'est l'un des aspects du film où il est incroyablement kafkaïen, c'est que même les fonctionnaires, ils comprennent pas ce qu'ils font, ils remettent rien en question. Mais voilà, ils sont comme complices, ils sont pas... je sais pas comment l'exprimer mieux que ça sur le champ. Et cinquième et dernière chose, et ça peut jouer dans l'humiliation aussi, dans le sens que peut-être qu'ils font partie d'une machinerie où eux ne sont pas mieux que ceux qui l'arrêtent. Et dernière chose, par rapport au livre que vous avez apporté, est-ce que c'est simplement que vous le lisez ou le relisez, ou est-ce qu'il y avait une citation qui était pertinente pour aujourd'hui? Non, sur le texte de Godard, je le relisais dans le train qui me conduisait vers ici en me disant si jamais il y a une citation super forte comme ça, Godard viendra à ma rescousse. Alors c'était humilié, c'est ce titre qui propose, ce deuxième titre qui propose, humilié, offensé, titre de ce qui a écrit-il, qui me touchait beaucoup, qui me touchait beaucoup dans l'article de Godard. Et pour le point, sa femme ne s'intéresse. Ça y est, ils sont plus dans la même planète. C'est dit de manière très très belle par le médecin juste après la scène où je vous parlais, où la caméra est sous la lampe. Il dit elle est dans un monde à elle, on partage plus le même langage, ou je ne sais plus comment elle dit. Oui, je pense toujours à la forclusion du nom du père. Quand quelqu'un sort du langage, et tout d'un coup, c'est la voix du psychotique, c'est plus pareil, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on ne partage plus. C'est pas une névrose, ça devient infranchissable. Alors du coup, il repart avec le journal, puis c'est plus pour elle. Elle lui dit, c'est bien pour toi. Elle lui dit pas une fois, elle lui dit 2 fois. Et la deuxième fois, il dit, c'est bien pour moi, donc je repars. Et il repart avec son journal sous le bras, pitoyable. Il ne le laisse même pas, il n'y a plus rien entre eux. Elle ne veut plus qu'il y ait rien entre eux. C'est une vision très, très sombre du couple et assez poignante. Assez poignante. Et effectivement, par rapport aux policiers, le sentiment qu'effectivement la réalité est inversée dans ce film. C'est à la fois le monde qu'on connaît, et c'est comme si c'était l'envers du monde. Et d'ordinaire, dans la loi, tout homme est innocent jusqu'à ce qu'il ait fait la preuve de sa culpabilité. Et là, on a l'impression que c'est l'inverse. Un homme est coupable jusqu'à ce qu'enfin on fasse la preuve de son innocence. C'est comme si la loi était lue, mais à l'envers, dans un miroir, ou de droite à gauche. Il y a la justice américaine qui est comme ça. Mais je crois que la première fois que j'ai vu le film, étant donné tous ces effets, je n'ai pas cru à l'histoire de c'est une histoire vraie. C'était trop. Mais c'est comme le monsieur qui est parti. Oui, je croyais que c'était comme Fogg, quoi. Je pense que cette histoire a séduit Hitchcock parce qu'elle est à la fois du réel dans le réel et que n'importe quel scénariste n'aurait pas osé l'inventer parce qu'elle repose à la fois sur un délire et parfois des situations d'une bêtise ou d'une absurdité qui l'a encore heurté les spectateurs d'ivraisemblant. C'est vrai qu'Hitchcock a passé sa vie à se moquer ou à essayer de contrarier, à lutter, à contourner, à convaincre, à lutter. Alors, je crois qu'il disait quelque chose de ça. Gagner le bras de fer. Comment les films seraient-ils logiques alors que la vie ne l'est pas? Voilà. Donc comment voulez-vous que je puisse être vraisemblable selon vos critères, puisque quand on vit sa vie, on est sans arrêt confronté à l'invraisemblable. On arrête? Allez. Merci. Merci une fois. Et la semaine prochaine, même heure, peut-être pas même salle, mais même heure, Légende du Dublin, The Dead, de John Huston, avec Arnaud Desplechin. Merci beaucoup. Je ne veux pas une fiche. Je sais déjà ce que je fais. Je m'en doute. Allez.
Oui. Oui.